Je vais redemander à Hervé Obed, à Anne-Sophie Bruno et à Franck Maillet de bien vouloir venir occuper les fauteuils qui sont vides et à notre hôtesse de bien vouloir récupérer un micro pour le passer dans la salle dans quelques instants si vous avez l'une ou l'autre question pour nos intervenants. Mais je vais proposer que la première salve se fasse ici. Je sais que vous avez tous été très attentifs les uns et les autres aux interventions qui se sont succédées. Donc je voulais vous offrir l'opportunité peut-être d'épingler une pépite, quelque chose qui vous avait particulièrement intéressé dans l'intervention de l'un ou l'autre des trois intervenants que vous avez chacun écouté, ou voilà, la possibilité de poser une question si vous le souhaitiez. Moi, je veux bien. Emmanuel. J'ai bien apprécié ce que disait Hervé tout à l'heure sur cette vision nord-américaine du travail. À savoir, effectivement, je pense qu'en France, on est vraiment, en plus d'être les rois on est les rois des règles, hein, des règlements, des lois, etc. Et je trouve que c'est parfois bien, effectivement, de pouvoir se parler, d'échanger. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça avec mes équipes. Et le chef doit toujours prendre la décision, ça c'est certain. En revanche, on n'a pas une pensée unique et c'est très très important de voir ce que peuvent penser les autres. Et cette façon de voir nord-américaine, moi je l'ai pratiquée effectivement là-bas et dans d'autres théâtres d'opération. Et il ne faut pas avoir simplement un diplôme pour être intelligent et apporter des éléments de réponse aux États-Unis. Et je trouve que c'est important de s'intéresser sur l'expérience des gens et pas que sur l'école qu'il a faite. Allez, manifestement, Hervé Obed est tout à fait en phase avec cette remarque. Oui, on ne s'est pas concerté. Moi, ce que j'ai noté, c'est que finalement, tout le monde a dit pas la même chose, mais a exprimé la même pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en opération et qu'on souhaite, ce qui est le cas de tout le monde, que tout se passe bien, on en arrive quasiment aux mêmes conclusions. C'est assez intéressant. Ça veut dire que ça serait a priori très facile de le faire. Il faut qu'on se pose maintenant qu'on se pose la question pourquoi on n'y arrive pas si facilement, puisque les expériences des uns des autres, les analyses qui sont faites témoignent de quelque chose avec lequel on est quasiment tous d'accord. Pourquoi et que faut-il faire pour que les choses se mettent en œuvre extrêmement facilement? Franck Maillet, la pépite qui résonne particulièrement en vous, ce que vous retenez des interventions des autres? Alors moi, je retiens surtout l'aspect de terrain. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'envole. On peut prendre de la hauteur, mais surtout pas s'envoler. Et Hervé a dit aussi quelque chose tout à l'heure, le temps administratif, la réunion. La paperasse. Voilà, tout ce qui peut, le côté réglementaire, et qui vient d'être évoqué également, peut parfois nous noyer et nous faire perdre de vue l'essentiel. Donc, toute la pratique que l'on peut mener pour faire adhérer dès la première brique d'un projet dans toute la ligne hiérarchique est importante. Et le bien-être du chef d'entreprise, de l'entrepreneur ou également du manager doit être pris en considération. Et je crois qu'il y a un atelier numéro 1 sur justement la douce recette de comment manager, comment se préoccuper également du bien-être, de la gouvernance d'une entreprise. Ça me paraît important. C'est bien de faire du teasing pour les ateliers de l'après-midi. Oui, c'est important parce qu'on en parle peu du bien-être du chef d'entreprise. Hervé l'a évoqué et je crois que c'est la clé. Mais la seconde clé, c'est aussi de savoir choisir, et ce n'est pas toujours évident, les bons profils dans une équipe pour que, entre guillemets, le lien puisse fonctionner. Parce que si vous prenez... On peut avoir des personnalités très complémentaires, mais il ne faut pas qu'elles soient totalement opposées. Et ne jamais sacrifier l'équipe au bénéfice d'un individu. C'est ça. On est dans le défi climatique d'ailleurs en ce moment. Je pense qu'on a un vrai sujet sur le comportement par rapport à ce qui nous arrive. Et c'est exactement la même chose pour qu'une équipe fonctionne et qu'on y arrive. Et là, il faut savoir en tant que patron changer parfois les équipes. Anne-Sophie Bruno, notre historienne du travail. Qu'avez-vous pensé de cette séquence? Qu'avez-vous retenu? J'ai l'impression que il y a effectivement une présence très forte de la réglementation. Alors en santé au travail, mais pas seulement. On est quand même les champions de la réglementation et du recours à l'État. Et ça traduit une grande difficulté à mettre en place une culture du dialogue, de la négociation, qui est une vieille réalité de notre culture du travail et pas seulement.
Et c'est sans doute cette capacité à cultiver la confiance, le dialogue qu'il faut... sans ça, il n'y a aucune prévention possible. La parole est à vous. Je vais mettre ma main en visière pour vous voir, parce que d'ici, avec les spots, vous imaginez pas, on ne vous voit pas très bien. Levez la main si vous avez une question ou un commentaire à partager avec nos intervenants. On a la possibilité d'en prendre 2 si elles sont un peu plus longues, 3 peut-être si elles sont courtes. Autant les questions que les réponses d'ailleurs. Profitez-en parce qu'après on va en pause. Tout là-bas. Ah ben voilà, il faut toujours... On est tous des diesels. Hein. Alors là-bas, et puis là-bas, et puis là-bas, on a nos 3 questions. Ça sera très bien. Donc gardez la main en haut si vous voulez bien. Voilà, comme ça, on vous repère. Alors la règle est très simple pour intervenir. Présentez-vous, comme ça on fait connaissance avec vous. Et puis dites-nous à qui vous souhaitez adresser votre question. Elle peut aussi être collégiale. Hein. Mais là, pour le coup, ça va prendre plus de temps. Donc je vous invite à éviter ça. Bonjour. Bonjour, je suis Nathalie de Dessus-le-Moustier. Je suis maître de conférence en droit privé. Donc, une remarque de juriste. Je ne suis pas là pour défendre les règles, hein, mais je crois que les règles ont leur importance. Voilà, s'il n'y avait pas eu l'obligation de sécurité de l'employeur sur laquelle la Cour de cassation a mis l'accent en 2002, s'il n'y avait pas l'obligation de transcrire les résultats de l'évaluation des risques dans un document unique, je pense que les choses n'auraient pas avancé autant depuis quelques années. Je ne pense pas que ce soit les règles qui soient un problème, même si quand je vais en entreprise, parce que je suis chef de département d'un département HSE à Lorient, quand je vais en entreprise, parfois quand je me présente, les entreprises me disent « Ah, vous les juristes qui faites les lois ». Non, je ne fais pas les lois, je suis là pour les interpréter, les comprendre, les expliquer, etc. Et la question, ce n'est pas est-ce qu'il y a trop de règles, c'est quelle appropriation sont faites des règles et comment les entreprises s'approprient les règles. Parce que les règles de droit du travail, vous parliez d'aller sur le terrain, d'avoir une discussion, un dialogue, tout ça est prévu par le Code du travail. Et sur le document unique, par exemple, l'accent est mis sur le fait que ça doit être une démarche participative. L'employeur est l'acteur principal de la santé au travail, mais il y a d'autres acteurs. Donc voilà. Merci pour cette question. Le droit n'est pas le principal responsable. Alors, qui se lance? Hervé Obed. Je me suis senti un peu concerné, donc merci pour votre question. Alors, je voudrais d'abord être clair. Oui, il faut des règles. S'il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort et on ne s'en sort pas. Donc, il faut des règles, je suis vraiment clair là-dessus. Maintenant, sans vouloir être provocant à votre égard, madame, 2 choses. Qu'est-ce qui est fait pour que les règles ou les lois soient mises à jour au fur et à mesure du temps? N'y a-t-il pas dans notre pays un empilement particulièrement complexe, notamment peut-être pour des gens pour vous, parce qu'à un moment il faut les lire, et qui mériterait qu'on les allège? Et c'est ça mon propos. Mon propos, c'est de dire que quand il y a beaucoup trop de lois ou de règles, il arrive à un moment, c'est beaucoup trop complexe, et ça ouvre le champ, non plus d'une négociation, mais d'un conflit. Le deuxième point que je voulais dire par rapport à votre question, c'est oui, il faut respecter, et c'est une très très belle expression que j'adore et que j'ai utilisée tout au long de ma carrière, l'esprit de la loi. C'est-à-dire que si la loi a été écrite, il y avait des bonnes raisons. Il faut s'en remémorer l'esprit. Et comme vous le savez, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans notre démocratie, ils passent un temps fou à relire les virgules, pensant que chaque virgule peut avoir son impact. C'est pas possible. Essayons de préserver l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, ça ne s'applique pas qu'à l'employeur ou au chef. C'est un esprit qui doit être entretenu et respecté par tout le monde. C'est ce que moi j'appelle l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit de la loi qu'il faut absolument respecter et connaître. C'est essentiel. Il faut une loi, il faut des règles. Mais la façon dont on les vit, et souvent, désolé de le dire, mais c'est ce que je pense, et je suis là pour dire ce que je pense, parfois on utilise la loi pour opposer les gens. Non. Et si la loi est trop ambiguë quand elle est écrite, et ce n'est pas vous qui l'écrite, on sait où elles sont écrites les lois, mais quand elle est trop ambiguë, parfois pour des raisons politiques, politiciennes, eh bien sur le terrain, parce que nous sommes des gens de terrain, c'est très 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 compliqué. Donc il faut des lois, je suis d'accord avec vous, il faut qu'elles soient
simple, pas légère, et que l'on rappelle à tout le monde et à tous les partenaires l'esprit de la loi, qui est essentiel à mes yeux. Franck Maillet, très rapidement, parce que le temps avance, il y avait une deuxième boîte dans la question qui était, je reformule avec mes mots, finalement, si vous n'y aviez pas été contraint, vous n'en auriez pas fait autant sur les questions de santé et sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez amener là-dessus ? Clairement, les lois et les règles sont nécessaires. Il ne faut pas s'engluer dans ce que disait justement Hervé et dans l'état d'esprit. Moi, j'ajouterais, il faut actionner nos filtres sur les interprétations, ne pas s'engluer sur les virgules et comment ne pas rendre ou sublimer globalement cette règle en question, mais plutôt actionner le bon sens. Par rapport à la question que j'ai posée, vous en auriez fait autant si vous n'y aviez pas été obligé ? Je pense que les expériences personnellement que j'ai connues, dramatiques dans certaines situations, oui. On n'est pas avec les IPR chaque matin ou à chaque réunion santé-sécurité sur l'interprétation des lois, mais sur le retour d'expérience des situations dangereuses et des cas que nous avons vécus. Donc, en fait, et est-ce que dans certains cas de figure, vous allez au-delà de votre obligation légale ? Vous allez plus loin ? Oui, on va Ça plus arrive loin. aussi. Clairement, on va plus loin. On va bien plus loin que ce que le réglementaire nous demande, y compris sur le risque industriel plus globalement, puisqu'on peut y inclure le risque incendie, tous les investissements green qu'on appelle chez nous. Donc oui, clairement, nous allons plus loin. J'avais une autre question là-bas. Quelqu'un qui avait levé la main. Voilà, on va vous amener le micro. Gardez la main en l'air pour qu'on vous voit, s'il vous plaît. Voilà, un petit peu de solidarité pour faire passer le micro jusqu'à monsieur. Et bonjour. Bonjour, Antoine Nozal. Moi, je suis chargé de développement économique et formateur, plutôt dans le milieu de l'artisanat et de l'économie de proximité. Vous mentionnez tout à l'heure la nécessité d'avoir de l'échange, des négociations, la culture du dialogue. On sait que globalement, visiblement, et de vos expériences, c'est par là qu'il faut passer. Pour autant, visiblement, les solutions, on ne les a pas. Alors, de vos expériences, comment on fait, finalement, selon vous, là, pour la développer, cette culture de l'échange, du dialogue qui est nécessaire pour avancer sur ces sujets ? Et l'autre partie de la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça sans les règles ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir imposer des espaces d'échange ? Parce que finalement, ça semble être la solution. Donc, désolé de vous dire que c'est peut-être une règle en plus, mais finalement, est-ce qu'on va pouvoir faire sans ? Et si on peut pas faire sans, voilà. On a évoqué la dimension participative de certaines dynamiques là tout à l'heure. Anne-Sophie Bruno, je sais pas rapidement. Si je suis la mieux placée pour répondre. Il y a déjà quand même pas mal d'obligations de négociation, à la fois au niveau de la branche, au niveau des entreprises, en matière de QVT, en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc les obligations, elles sont là. J'ai envie de dire même qu'il y a une base légale qui est commune à tous les pays industrialisés depuis la fin du 19e, avec des infléchissements jurisprudentiels très comparables, y compris avec les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre notamment. Bon, bref. Donc, je pense que le problème est moins un problème légal que de réussir à faire que les acteurs se saisissent des obligations légales de négociation. Mais le problème, c'est comment on établit de la confiance. Ben ça, j'essaye de le faire dans ma propre organisation et c'est un challenge très compliqué. Et c'est sans doute aussi à travers les actes que la confiance se gagne de manière mutuelle et puis qu'on peut avancer ensemble. Hein. Ça fait partie de ce que vous nous avez amené, Hervé Aubel. Juste une phrase de bon sens, la nécessité fait loi. C'est-à-dire que si c'est nécessaire, on va le faire. Comment voulez-vous que dans une entreprise, on soit profitable, opérationnel, etc., sans trouver le cadre pour que ça fonctionne ? Donc c'est une nécessité, mais c'est la nécessité qui fait loi. Or, si c'est la loi qui nous oblige, dans ce cas-là, il y a tout un jeu, il faut se dire les choses, qui se met en place. Un jeu de dupes, parfois. On le fait parce qu'il faut le faire. Et puis à force de faire parce qu'il faut faire, on prend goût et on se rend compte que ça sert à quelque chose et du coup on va plus loin et on le fait ensemble. C'est l'idée ? Je ne suis pas sûr de cela. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr qu'on y prend goût. En revanche, si c'est l'occasion de se rencontrer, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'il y a des environnements qui sont compliqués, on le sait bien, où l'échange n'est pas favorisé pour tout un tas de raisons. Mais c'est la nécessité qui, pour moi, fait loi. Et le bon sens. Le bon sens. C'est pour ça que, regardez, l'épaisseur du Code du travail en Suisse. L'épaisseur du Code du travail en Suisse. Prenez le Code du travail en France. Allez en Suisse. Ils sont malheureux, ces gens-là. Ils parlent plus que nous.
il y a quelque chose. Mais justement, en Suisse, ils ont aussi une éducation sociétale qui fait qu'ils sont dans l'échange, pour ne pas dire la négociation. Il y a régulièrement des votations en Suisse. Très régulièrement, le peuple suisse... Une démocratie qui est plus participative. Voilà, donc c'est tout un contexte, toute une J'ai éducation. encore une question à prendre. J'ai encore une question à prendre, ça sera la dernière. C'était là-bas, voilà, juste en bas. On va vous ramener... Levez la main si vous voulez bien, comme ça on vous voit. Voilà, merci. Donc c'est monsieur juste devant, au deuxième rang. Allez, une question courte et une réponse courte, je vous fais confiance. Oui, bonjour, Hervé Bauduin, donc chef de file France Industrie Grand Est et ancien président de l'UMM Lorraine et ancien dirigeant d'entreprise industrielle. Ma question est plutôt une remarque et je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est finalement globalement un processus d'infantilisation qui est apparu au fil du temps, infantilisation à la fois des salariés mais aussi du chef d'entreprise à qui on vient expliquer comment il doit faire son travail. Alors que nous sommes, et je crois que Mme Bruno l'a très bien montré, en particulier avec l'UMM, où on est capable de prendre des initiatives parce qu'effectivement, nécessité fait loi, parce que si on veut rester attractif, si on veut rester performant, nous devons prendre un certain nombre de dispositions. Et je vais prendre un seul exemple. Les règles, il les faut, bien entendu qu'il faut des règles. Il faut des normes aussi, parce que la norme nous protège également de ceux qui ne respectent rien. Donc il nous faut ça. Mais je vais prendre l'exemple de quelque chose qui finalement pourrait être repris, c'est l'exemple de la Covid. Le gouvernement décide de faire un confinement, et donc problème d'activité industrielle. Eh bien, nous avons en quelques jours été capables d'écrire une charte pour comment continuer à fonctionner les entreprises industrielles. Le gouvernement ne savait pas comment faire. Donc là, on est bien dans l'exemple où finalement on ne nous prend pas pour des enfants, on dit vous connaissez votre boîte, c'est votre boulot. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et on met en place une règle et on la met et les entreprises continuent à tourner et il n'y a pas de cluster dans les entreprises industrielles. Donc votre message, c'est faites davantage confiance à la capacité des entreprises. Redonnez-nous le temps d'être avec nos équipes. Redonnez-nous le temps de parler, de discuter et on le fera de bon cœur ou contraint et forcé parce qu'il faut le faire. Voilà, donc ma question, c'est est-ce qu'il ne faut pas revenir à rendre à chacun son rôle? C'est l'État régalien qui donne le cadre, qui donne les grandes règles, qui protège, et ensuite rendre au territoire, au local, et à chaque organisation le soin de trouver ses règles de fonctionnement. Et ça s'appelle une question rhétorique. Alors on va rester là-dessus si vous voulez bien. Je vous remercie infiniment. Ça n'appelle pas de réponse, en tout cas pas maintenant. Peut-être autour d'un café si vous en avez envie, puisque c'est l'heure de la pause. Je voudrais qu'on remercie une fois de plus nos intervenants de cette première partie de matinée.